Mesdames, messieurs, bonjour à vous et merci de votre fidélité à Nouvelle Ère. Dans cette émission du mois d'avril, nous allons vous parler des rapports entre la ville et la campagne. Alors vous le savez, notre émission est traditionnellement dédiée aux nouvelles formes de ruralité, mais il serait illusoire de penser que les deux univers, ville-campagne, sont hermétiques, voire parfois même antagonistes. Alors nous parlerons de production d'énergie, d'agriculture avec le label Terre de Source ou encore de la place des arbres dans les projets d'aménagement. Nous évoquerons la mobilité, le patrimoine gustatif. Alors vous le voyez, le programme est vaste. Nos invités sont dans les starting blocks. Mais pour commencer en son et en images, voici le sommaire de nos 52 minutes. C'est du bois qui est sourcé localement, qui est exploité localement avec mon matériel sur place. Donc c'est aussi important de comprendre que le bois énergie, c'est à la fois effectivement une ressource durable, puisque c'est une ressource qui pousse naturellement évidemment dans nos territoires, mais c'est également de l'emploi local. Revenu. Patricia, au travers de l'association de la Coucou de Rennes, vous avez passé une annonce pour les éleveurs qui veulent faire de l'élevage de la Coucou de Rennes. Pourquoi avez-vous fait ça? Alors parce qu'on a des éleveurs qui sont partis en retraite, notamment mon mari qui est parti en retraite, qui faisait de la Coucou de Rennes depuis plus de 20 ans. Et donc on avait besoin de nouveaux éleveurs pour pouvoir pérenniser cette association. La Coucou de Rennes est un patrimoine qui a failli disparaître. Donc on va essayer de mimer le fonctionnement de la nature pour avoir un outil qui va produire, qui va être productif, et un outil qui va être le plus résilient possible, le plus sobre possible, et surtout le plus autonome possible. T'as tout compris. Je les charme avec des... Du coup, on va avoir un décor comme ici, où c'est un peu la jungle. Tout pousse en mélange, mais tout pousse en bonne santé, et finalement tout est récoltable sans plus de temps passé que si on avait fait des interventions pour que ça pousse mieux, entre guillemets, quoi. À Pipriac, c'est au tour de Georges de donner un coup de pouce. Il vient chercher Yvonne, elle fait régulièrement appel à l'association, un vrai soulagement pour elle. Je vais vous conduire. D'accord. Okay. Comme d'habitude. Être libre aussi faire ses courses et que quelqu'un vous attend en voiture, ça c'est superbe. Pour l'instant, je peux faire mes courses toute seule, mais je ne peux pas les ramener. Voilà pour le programme. Jean-Marc Esnault, bonjour. Bonjour. Alors on a fait le choix d'évoquer donc l'histoire entre le lien ville-campagne. Déjà, est-ce qu'il s'agit d'un sujet nouveau? J'imagine que pas tellement. Non, on n'est pas vraiment sur un sujet d'actualité. On s'est toujours interrogé sur les liens ville-campagne. Maintenant, les questions qu'on s'est posées sur les liens ville-campagne ont effectivement évolué au fil du temps, parce qu'on est là sur des espaces qui eux-mêmes ont connu des évolutions considérables. La première ville est née vers moins 3000, moins 4000 avant Jésus-Christ. Il s'agissait là, à cette époque, de réunir, d'agréger des hommes et des femmes pour produire en proximité de la ville. Et puis au fil du temps, il y a eu de nombreuses mutations. On a connu une France paysanne qui a participé de l'enracinement de la République, puis ensuite une certaine forme d'exode rural, de désertification. On parle de la diagonale du vide en France. De la même manière, les villes, elles aussi, ont évolué dans le temps. On a des villes qui ont été des carrefours de commerce, des carrefours relationnels. Et puis, ces dernières années, on a beaucoup concentré dans les villes les activités et les hommes. Et bien sûr, au fil du temps, tout cela a fait l'objet de débats, de questionnements qui ont évolué. Moi, j'ai toujours en référence cette fable de Jean de La Fontaine, le rat des villes et le rat des champs. Ça montre bien que c'est une question qui a traversé les époques, puisque finalement, cette fable, elle date du XVIIe siècle, et c'était de la part de Jean de La Fontaine une certaine forme de critique de la vie mondaine à la cour. Et il nous disait en conclusion de sa fable qu'il préférait, lui, la vie à la campagne. Jean-Yves Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin de cette émission du mois d'avril. Vous êtes urbaniste, spécialiste de l'aménagement, ancien élu de Rennes Métropole, homme passionné et passionnant. On va pendant une quinzaine de minutes, si vous le voulez bien, essayer de comprendre un peu à travers vos expériences et puis vos réflexions ce qui se joue derrière cette articulation entre la ville et la campagne. Jean-Marc le disait un peu. Vous êtes un urbain convaincu. Vous avez travaillé toute votre vie à l'aménagement urbain. En revanche, vous dites qu'il ne faut pas opposer ces deux univers. Aujourd'hui, elles sont comment, les relations entre la ville et la campagne? Eh bien, elles sont en train d'évoluer énormément. Et pour une raison assez simple, c'est qu'on est dans une mutation, je dirais, au niveau mondial.
le climat, la manière de respecter la biodiversité, de respecter le socle qu'est la nature. Tout ce que l'homme crée, la culture, aujourd'hui ne peut pas être dissocié de la nature du socle. Et finalement, la notion de ville archipel que nous avons avec Philippe Tourtellier mis en place sur la métropole rennaise est une anticipation de cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? On passe à une économie humano-centrée. Ça veut dire que l'économie est en train de changer et d'être autour de l'être humain. Et qu'est-ce que l'on veut ? On veut pouvoir bien s'alimenter, on veut pouvoir bien se soigner, on veut pouvoir vivre dans des conditions qui soient agréables. Et la ville archipel, elle permet ça. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pose pas l'urbain au rural, à la campagne, à l'agriculture. Elle dit au contraire, il faut relier tout ça. Et ça permet, quand vous avez 450 000 habitants, d'avoir un marché pour une nouvelle agriculture qui tienne compte de cette évolution de l'économie humano-centrée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moins posséder et en fait mieux partager. Un concept que vous avez développé, ce concept de ville archipel pour le grand public. Est-ce que vous pouvez en expliquer quand même les tenants aboutissants ? Alors au début, c'était un concept qui était un peu anti-ville. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la tradition rennaise, c'est qu'il y avait Rennes, il n'y avait pas de phénomène de banlieue, de continuité urbaine, il y avait une coupure, une ceinture verte, et puis il y avait les communes qui étaient de chaque côté de cette ville Rennes. Et la ceinture verte, c'était une manière de dire Rennes, gardez vos logements sociaux, puisque tous les logements sociaux étaient pratiquement dans Rennes, et donc c'était un peu un cordon sanitaire. Et ce que nous avons fait avec Edmond Hervé, président de Rennes Métropole, quand il a spatialisé le plan local de l'habitat, quand il a demandé au maire qu'il le signait, mais de l'appliquer, eh bien de faire des logements de toute catégorie, du logement social, locatif social, à l'accession libre, dans toutes les communes. Et on s'est servi, avec Philippe Tourtellier et ma délégation des formes urbaines, de faire tout un travail avec les maires pour faire comprendre que quand on allait dans une commune, ce n'était pas uniquement pour nécessairement acheter un terrain, construire une maison, mais comme la longueur de la vie s'allonge, eh bien de pouvoir aussi être dans un petit immeuble, dans un appartement, et de pouvoir rester dans sa commune. On est passé d'une vision très centralisée à une vision beaucoup plus déconcentrée, voilà. C'est ça ? Ça a été à la fois de respecter la commune dans sa singularité, et à la fois de dire on est quand même dans un territoire plus vaste. Donc c'est une double citoyenneté communale et intercommunale. Comme on est dans une société de la mobilité, bien sûr on habite dans un endroit, mais on ne reste pas que dans sa commune. On se promène continuellement pour plein de raisons. Et c'est cette double citoyenneté qu'on a mis en place. Jean-Marc Esnault, comment vous voyez cette coopération aujourd'hui entre le milieu rural et la ville ? Alors déjà, je rejoins complètement Jean-Yves dans son approche parce que je crois effectivement qu'il ne faut pas opposer la ruralité au territoire urbain. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il me semble que les coopérations sont de plus en plus fortes et qu'elles sont de plus en plus impulsées par les politiques publiques. Et c'est lié sans doute à l'émergence de nouveaux enjeux, des enjeux autour du bien produire, du bien manger, des enjeux pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et moi qui suis quelque part quelqu'un qui prône la reconquête des territoires ruraux, je suis convaincu qu'une partie des solutions se trouve dans la ruralité sur ces sujets-là. Donc les coopérations portent sur ces thématiques-là très, très fréquemment, on le verra notamment ce soir. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que parfois ces coopérations se traduisent par une contrepartie financière en direction de la ruralité, notamment des agriculteurs. Ça, on ne peut que s'en réjouir. On sait que le niveau de vie des agriculteurs n'est pas très élevé aujourd'hui. Vous faites référence à quoi, par exemple ? Je me dis simplement que si effectivement il y a une contrepartie financière quand à un moment donné on participe en tant qu'agriculteur à des plans alimentaires territoriaux, c'est-à-dire que quand on apporte une solution à des zones urbaines qui aujourd'hui sont dans des difficultés face à des questions d'autonomie alimentaire. On sait qu'une métropole aujourd'hui a 3 à 5 jours d'autonomie alimentaire. Donc il est nécessaire pour
pour le secteur urbain de passer des conventions, des contrats, des accords avec les agriculteurs des territoires ruraux. Maintenant, j'aimerais que ces coopérations se fassent aussi dans le sens du mieux vivre pour les ruraux. Il y a sans doute quelques enjeux essentiels. On évoquera, je crois, ce soir aussi la question des transports. Il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose d'essentiel autour de l'accès au digital, à Internet, à la fibre. Tous les territoires ruraux ne sont pas encore parfaitement desservis aujourd'hui. Et on voit les limites de tout cela, notamment en ce moment, du fait de la Covid, où on pratique beaucoup le télétravail. Et que ça peut poser des soucis. Jean-Yves Chapuis, comment est-ce qu'on fait avec les territoires périurbains et ruraux, sans qu'ils soient servants de la ville-centre, peut-être? D'abord, c'est intéressant de pouvoir parler de ces questions-là dans un lycée, Solande, qui décide de dire on invite un urbaniste, ce qui démontre bien qu'il n'y a plus cette dichotomie, comme vous dites, entre le rural et l'urbain. Je crois que c'est très important. Le fait d'avoir 450 000 habitants, ça permet aussi aux agriculteurs, et ça répond à votre question, de pouvoir transformer eux-mêmes leurs produits et d'en tirer la valeur, et pas que ça soit racheté par des grands groupes qui transforment eux-mêmes. C'est-à-dire que ça permet avec le monde agricole de discuter des formes d'agriculture différenciées et d'amener, par exemple, on a eu le cas d'une exploitation agricole qui était à vendre, je crois que c'était autour de Bru, eh bien, des grands groupes étaient prêts à l'acheter. On a décidé non, c'est nous qui l'achetions. La métropole, en accord avec la Chambre d'agriculture, en accord avec la SAFER, pour tout simplement pouvoir mettre des jeunes agriculteurs à qui on loue ces terres et qui après peuvent les acheter. C'est-à-dire que c'est pas uniquement de dire je conserve des terrains à l'agriculture, c'est quelle agriculture, comment est-ce que vous transformez vos produits pour répondre à une demande, encore une fois. C'est-à-dire que la ville, en fait, elle aide le monde agricole aussi à exister dans sa temporalité et dans sa maîtrise de ses produits. Et de la même façon, comme je disais, ça permet d'avoir une alimentation qui soit plus saine. Et au-delà de l'agriculture, comment est-ce que ça peut se traduire, cette coopération, au travers des politiques d'aménagement et des modes de vie ? Quand on a décidé cela, tout le monde était plutôt d'accord en disant c'est bien de protéger l'agriculture et la nature. Personne n'est contre. Non. Les conséquences, ça a été de dire on réduit les terrains à l'urbanisation. Et en même temps, il y a une demande de logement importante. On a doublé le nombre de logements. Densification, donc. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais parlé de densité ou d'étalement urbain. J'ai dit regardons les modes de vie. Quand vous arrivez dans un lotissement, souvent, les gens arrivaient jeunes couples avec jeunes enfants. Après, ils grandissent, ils vieillissent. Les femmes vivent encore plus longtemps que les hommes. Quand vous vous retrouvez seul dans une maison avec un grand jardin, on a fait des interviews de personnes âgées qui nous disaient « j'en ai assez du jardin, mais je veux rester dans le bourg parce que je le connais ». Et donc, le fait de faire des petits collectifs, ça a permis à des personnes âgées de rester dans un logement adapté à leur mode de vie. On doit être dans l'anticipation et la prospective. Exactement. Et un jeune qui commence à prendre son autonomie, qui ne l'a pas encore totalement, il est intéressant d'avoir un logement dans la commune, il ramène son linge chez ses parents, ou tout ça, etc. Et petit à petit, vous voyez, vous créez ce côté intergénérationnel. C'est ça qui est important. Donc, c'est pas de dire on est contre les maisons individuelles ou je sais pas quoi, ou on est pour faire des collectifs. Faut pas opposer, en tout cas. C'est ne pas opposer. C'est de dire regardons les modes de vie. Et c'est ça souvent qui est difficile à comprendre. Et je pense que souvent, ce que les élus ne font pas assez, moi je le vois dans mon travail de consultant, c'est qu'il faut interroger les gens sur comment vous habitez la ville. Pas leur dire est-ce que vous voulez tant de logements, je sais pas quoi. Non, comment vous habitez la ville. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Chaque fois, ils parlent de densité dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils demandent d'avoir les services de la vie quotidienne en bas de chez eux. Ils disent c'est bien de pouvoir acheter aux agriculteurs qui sont à côté. C'est-à-dire ils vous font le discours de la ville archipel quand on leur parle de la vie réelle. Et bien sûr, dès que vous êtes dans une rue, que vous avez un programme qui arrive, vous êtes contre, ce qui est normal, puisque vous êtes dans votre rue tranquille. Sauf que je dis souvent, un jour, vous allez disparaître, vous allez quitter ce bas monde, eh bien, il faut que les autres puissent se loger, vous voyez. Mais on n'insiste pas assez sur c'est quoi habiter la ville, c'est quoi se nourrir, c'est quoi avoir des relations avec des métiers différents, c'est quoi, en fait, faire être
un citoyen et pas qu'un habitant, et un citoyen avec des exigences et des débats avec les autres. Qui habitent la ville ou la campagne. D'ailleurs, Voilà. juste Jean-Marc, un petit clin d'œil, on parle de zones périurbaines, on parle jamais peut-être de zones rurbaines. C'est volontaire, c'est révélateur? Je pense que c'est révélateur. C'est-à-dire qu'on a tendance parfois à accorder une sorte de prééminence aux zones urbaines, à la métropole. Quand on est en périphérie des villes, ça veut dire qu'on est entre la ville et le monde rural. Je pense que le terme urbain est plus juste et serait plus approprié. Juste Jean-Yves Chapuis, pour terminer, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on parlait de la force des pouvoirs publics et de l'impulsion qu'ils doivent donner. Vous avez, été élu également. Quid du rôle de ces élus aujourd'hui et des élus de toutes les communes, qu'elles soient la ville archipel, qu'elle soit la ville-centre, les communes environnantes, les communes rurales? Alors, le rôle des élus est de plus en plus difficile, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de démocratie de la connaissance. Et de débat. Voilà, et de débat. C'est-à-dire que les gens ne débattent plus. Je pense ça, donc j'ai raison. Et donc la difficulté pour les élus, c'est de recréer cette démocratie de la connaissance. Et ça, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça demande, en fait, d'accepter qu'on ne soit pas d'accord tous ensemble. Et c'est aussi de se limiter soi-même et collectivement. C'est ça le débat de la sobriété, pas de la frugalité. Moi, je n'irai jamais parler de frugalité à quelqu'un qui gagne 800 € par mois. Par contre, la sobriété, c'est la notion de bien-être. Comment est-ce que... Et cette notion de bien-être, elle va être difficile. C'est fondamental pour notre démocratie. C'est pour ça que la démocratie est un peu en danger aujourd'hui. Vous avez 37% des Français qui disent on pourrait essayer un autre régime, parce que ça demande de l'énergie, d'accepter de débattre. Du compromis. Et aujourd'hui, on sait que c'est difficile. Mais il faut absolument le faire. Et je pense que l'expérience que l'on connaît à Rennes, qu'on a connue et qu'on connaît aujourd'hui encore, doit pouvoir, si vous voulez, le mettre en place. Mais ça va être très difficile parce qu'encore une fois, ça demande à chacun il faut sortir de l'individualisme narcissique dans lequel on est. Et ça, c'est difficile. Comment est-ce que le souci de soi va avec le souci de l'autre? Et ça, ce sont des questions qu'il va falloir organiser, si vous voulez, au niveau demain. du débat. Et je prends un seul exemple. Dans les quartiers d'habitat sociaux, les aménagements sont plutôt bien faits aujourd'hui. Mais quelle est la question que posent un certain nombre de gens? Comment je vis avec des gens qui ont des cultures et des religions différentes? Est-ce que vous avez une délégation d'élus sur les religions ou sur les cultures? Pas du tout. Comment ça se fait qu'à l'école, on n'apprenne pas les civilisations, les cultures? Ça devrait être obligatoire. Je pense qu'il y a, si vous voulez, une connaissance du monde qui est nécessaire pour mieux comprendre aussi les difficultés ou les débats. Et ça s'appelle tout simplement le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et sur les logements, la conception des logements. Moi, je ne signais pas de permis tant qu'une sociologue n'avait pas regardé la conception des logements. On continue à faire des logements pas adaptés au mode de vie. Il faut là-dessus être extrêmement, je dirais, exigeant, parce que le jour où il y a des problèmes, on se retourne vers l'élu. Des défis importants pour ces élus et puis pour les habitants, on l'a compris, pour le vivre ensemble. Messieurs, on fait une petite pause dans cette émission, on prend la direction du pays de Pleuhermel pour un reportage sur la filière bois-énergie. Depuis 20 ans, la Bretagne dispose d'un plan énergie-bois qui vise à développer de nouvelles chaufferies sur le territoire. Elles sont au nombre de 450 en 2020, des installations qu'on retrouve aussi bien au sein de structures collectives comme les établissements de santé, les piscines, les établissements d'enseignement, et puis aussi sur des exploitations agricoles et puis du logement collectif. Alors la filière s'appuie bien sûr sur un approvisionnement local issu de forêts, du bocage, de l'élagage. Bois Énergie Ouest Environnement est l'une de ces entreprises de travaux forestiers qui réinvestit son territoire. Ce que vous voyez là, c'est bien du bois. Sur cette plateforme de stockage à Augan, 4000 tonnes y transitent chaque année. Comme on dit à la campagne, tout est bon dans le cochon. C'est un peu pareil pour le bois, tout est bon dans le bois. Parce que la marche pas, c'est à cause de la boxe. Un arbre, c'est 50%, on va dire, destiné à la construction, et puis 50% de déchets. Non, c'est valorisé d'une autre façon, en particulier dans le bois déchiqueté. Bois déchiqueté qui est après stocké sur des plateformes comme celle-ci. Donc ça c'est de la petite plaquette de bois déchiqueté. Alors vous voyez, on va même retrouver encore des morceaux de feuilles. C'est que du bois qui est issu de l'exploitation, de l'entretien à la fois des haies bocagères et à la fois évidemment des parcelles boisées, des forêts.
Du bois breton, bien sûr, qui servira selon son calibre et sa nature de paillage ou de bois de chauffage. Je livre par exemple l'hôpital de Pontivy. Donc peu de gens le savent, mais l'hôpital de Pontivy, qui est à quelques kilomètres d'ici, se chauffe au bois. Et là, ça représente à peu près entre 2 et 3 camions de cette taille-là par semaine en consommation de bois. Ici arrivent aussi de la sciure issue de l'industrie, une matière dont Romain, il y a encore quelques années, ne savait que faire. Et c'est dans cette petite usine à quelques kilomètres de là que cet entrepreneur passionné a développé une solution à partir de ses coproduits, la bûche de bois densifiée. C'était il y a 10 ans. C'est vrai que c'était quand même un peu rageant de voir de la matière première qui est une belle matière, qui ressemble à de la tourbe, qui ressemble à ou de la sciure de bois. Pendant des années, on mettait ça dans des trous dans les champs. Alors que c'est un produit quand même assez noble, c'est ce qu'on appelle de la biomasse. Donc souvent, en fait, les bonnes idées arrivent parce qu'on est choqué de la destinée d'un produit. En 2017, même le marc de café trouve ici une valorisation. Plus récemment, le chef d'entreprise a travaillé avec un chercheur nantais de l'école des mines pour mettre au point la meilleure recette d'une version nocturne de la bûche densifiée à base de fines de poussière de bois. Aujourd'hui, l'entreprise morbihannaise fournit presque 20% de la production nationale de bûches densifiées qui s'élève à 60 000 tonnes et les perspectives de croissance seraient, selon l'ADEME, exponentielles si on les compare au marché allemand. Voilà, nous poursuivons cette émission avec de nouveaux invités. Bonjour messieurs. Premier plateau pour planter un peu le décor. Yannick Nadessan, bonjour. Vous êtes élu à la ville de Rennes, conseiller métropolitain à l'agriculture et à l'alimentation et aussi vice-président de la collectivité eau du bassin rennais. Et vous êtes venu nous parler de terre de source. À côté de vous, nous avons Pierre Bazin, qui est ingénieur en arboriculture et fondateur d'Aubépine, qui est un cabinet d'ingénieurs conseils au service des arbres et du paysage. Pierre Bazin, vous êtes basé à Rennes, vous êtes l'un des seuls cabinets spécialisés de cette question. Vous êtes extrêmement sollicité. On va donc vous remercier d'autant plus d'être présent pour cette émission. Mais c'est plutôt bon signe, non, que vous soyez très sollicité? Oui, c'est sans doute signe de quelque chose, parce que le cabinet a 20 ans et on a cherché des clients pendant un moment, sans toujours les trouver. Et là, depuis quelques temps, depuis 2 ans, on va dire qu'il y a une espèce de mouvement qui s'est créé autour de l'arbre. Je pense pour un certain nombre de facteurs. Peut-être politique, tout simplement, c'est que les élus verts sont maintenant aux responsabilités, on porte des projets, on a envie de faire des choses et l'arbre en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi un besoin de la population, une prise de conscience que cette nature dans la ville, peut-être à cause de la densité des gens qui y habitent, prenait une valeur importante et qu'il fallait y prendre soin. Vous le disiez, le cabinet a 20 ans. Aujourd'hui, Aubépine, c'est 6 personnes, 4 associés en coopérative et puis une mission donc, de conseil sur la place de l'arbre et de la nature, finalement, dans les projets d'aménagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière très concrète quelles sont vos missions et auprès de qui? Alors, quand un aménagement se met en place sur un périmètre donné, alors si c'est une ZAC, ça peut être un certain nombre d'hectares, ou si c'est un projet d'un promoteur, ça peut être quelques milliers de mètres carrés. Il y a des arbres qui existent. Quelle valeur ils ont? Quel avenir ils ont? Est-ce qu'on peut faire un projet avec eux? Ou est-ce qu'il faut en sacrifier un certain nombre? Voilà, ça fait partie de ces questions qui se posent. De plus en plus, la préservation de ces arbres est encadrée par la loi, par le PLU. On les a désignés comme étant des éléments qu'on devait conserver au projet. Est-ce que ce projet est possible avec ces arbres? Voilà, c'est ce dialogue en fait, entre la nature et le projet urbain. Autrefois, il était réglé peut-être plus directement, plus facilement. Le projet primait. Aujourd'hui, il faut dialoguer avec la nature qui est là. Et vous donc faites le lien. C'est un travail de lien. Voilà, ouais, vous faites le lien. Yannick Nadessan, Terre de Source, c'est un label, une marque, en tout cas un projet de transition agricole et écologique sur le bassin rennais, avec en ligne de mire la reconquête de la qualité de l'eau. Alors le projet a plusieurs détentes, mais est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer assez pédagogiquement à nos téléspectateurs qui ne le connaîtraient pas? Il y a
peu de temps encore, on mettait en tension, pour ne pas dire en contradiction, la protection de l'environnement avec les activités humaines. Et quand on s'occupe de protection de l'eau, en particulier dans un département agricole comme l'Ille-et-Vilaine, on a vite fait de mettre en contradiction l'agriculture avec la protection de l'eau. Et manifestement, vu l'angle qui a été pris historique pour l'agriculture en région Bretagne, il y a effectivement cette tension. Le parti que nous avons pris est celui de la conciliation de l'activité humaine et de la protection de l'environnement, en faisant en sorte que la valorisation économique de la production agricole, qui est à proximité des zones de captage d'eau, elle puisse servir la transition écologique. Et on parle du rapport entre la campagne, la ruralité et la ville. Il se trouve que l'aire urbaine de Rennes, c'est le 10e bassin de consommation alimentaire en France, et c'est donc un formidable levier économique pour venir nourrir cette transition agroécologique. Là, l'idée, les agriculteurs s'engagent à respecter la qualité de l'eau, à avoir des pratiques plus vertueuses en n'utilisant pas de pesticides, par exemple. Et en contrepartie, leur production est effectivement achetée par terre de, enfin, labellisée terre de source. Alors, labellisé terre de source, si on prend l'exemple qui est celui du marché public, on a un prix qui est fixé par l'agriculteur lui-même. On a travaillé sur des marchés publics qui sont multi-attributaires, parce que l'idée, ce n'est pas d'exclure des agriculteurs qui font des efforts, qui se mettent dans le mouvement, mais de les encourager. Donc multi-attributaires avec des différentes places. Celui qui arrive premier, évidemment, est celui qui est concerné en premier lieu, mais tous les agriculteurs qui répondent sont gagnants à partir du moment où ils sont dans les critères. Donc les critères, c'est le fait de ne pas avoir d'OGM, pas de produits antibiotiques en préventif, pas les principaux produits phytosanitaires que l'on retrouve dans l'eau. Et ça, c'est des critères d'entrée. Et la grande logique de terre de source, c'est de se dire, il y a ces critères d'entrée et surtout une démarche d'évolution. Ouais. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est pas de dire il y a les bons, il y a les mauvais, c'est de dire que tout le monde peut être embarqué dans un processus d'évolution positive. Avant de découvrir un nouveau reportage, un mot sur la filière bois énergie. Il y a une vraie montée en puissance du dispositif à travers le plan bois énergie Bretagne qui a accompagné la création de 150 chaufferies en 5 ans, là entre 2015 et 2020, et dont certaines alimentent les logements collectifs au Blône ou encore à Vezin-le-Coquet. C'est un sujet, Pierre Bazin, sur lequel vous avez travaillé. Vous, c'est une bonne chose de mobiliser cette ressource du bois, et puis peut-être avec quelles précautions, vous qui êtes un spécialiste de l'arbre? Bien entendu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la végétation produit de la matière et les arbres produisent du bois. Et voilà, c'est une matière qui se renouvelle. Donc je pense que c'est une excellente idée de la mobiliser et de s'en servir pour nos besoins de chauffage, bien sûr. Tout en ayant la conscience, bien entendu, que ce n'est pas une ressource minière. Ce n'est pas quelque chose qu'on va exploiter et puis laisser le désert derrière. Il faut prendre cette valeur comme quelque chose de renouvelable, qu'on installe dans la durée, qu'on renouvelle, pour laquelle on fait une gestion intelligente. Et à partir de là, je pense que tout est gagnant, le paysage et aussi, bien entendu, la ressource. Tout l'intérêt de se structurer aussi en filière. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler ou même arpenté les allées de Permagraine. Alors, depuis 5 ans, cette micro-ferme urbaine à l'ouest de Rennes, sur le secteur de la Prévallée, apporte la preuve qu'un modèle agricole alternatif mais rentable est possible, sans dogme ni leçon de morale. Michael Hardy, l'initiateur du projet, qui a vu le jour aussi grâce à une impulsion citoyenne, fait découvrir au travers sa production de légumes, sa pépinière ou encore ses ateliers de cueillette sauvage une autre facette de ce que pourrait être l'agriculture en proximité des villes. Là, je fais la photo tant attendue de tous les fans de Permagraine sur Facebook pour donner envie. C'est un lundi pas comme les autres chez Permagraine. Après la traditionnelle pause hivernale, c'est ce matin la reprise des paniers. Tu le prends par le milieu, le bouquet, tu serres bien, sans trop l'écraser, et puis tu le... Mika distille ses conseils à ses 2 acolytes du jour, Malo et Louis. Sur le demi-hectare de cette petite ferme aux portes de Rennes, c'est le système de la permaculture qui s'applique. C'est une méthode de conception d'écosystèmes humains
qui s'inspire en fait des écosystèmes sauvages, de la nature en général. Donc on va essayer de mimer le fonctionnement de la nature pour avoir un outil qui va produire, qui va être productif, et un outil qui va être le plus résilient possible, le plus sobre possible, et surtout le plus autonome possible. T'as tout compris. Je les charme avec des... Du coup, on va avoir un décor comme ici, où c'est un peu la jungle. Tout pousse en mélange, mais tout pousse en bonne santé, et finalement tout est récoltable sans plus de temps passé que si on avait fait des interventions pour que ça pousse mieux, entre guillemets, quoi. Installée sur cette friche agricole depuis 2016, Mika, avec son expérience de naturaliste, avait envie d'un projet à part, autonome. Ici, pas de prêt, pas d'apport, pas de subvention. Donc on essaye de faire ça proprement et soigneusement aussi, comme disait Louis, le respect de la plante aussi, quoi. Permagraine, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Je passe beaucoup de temps avec Malou pour lui montrer les gestes, lui apprendre les plantes, etc. Donc ça, c'est pas très productif de passer son temps à faire de la pédagogie. Mais du coup, c'est essentiel parce que ce projet de micro-ferme est aussi un projet qui était expérimental pour montrer aussi si c'était viable ou pas la permaculture. Et donc maintenant qu'on sait que c'est viable, eh bien, on essaye de faire en sorte que ce modèle-là puisse être recréé un peu partout. Donc il y a plein de jeunes qui veulent faire de la permaculture, s'installer en micro-ferme, mais pour ça, il faut leur apprendre aussi et partager notre expérience, donc c'est important de le faire, quoi. Partage aussi avec le grand public, 3 à 4 000 personnes visitent chaque année la micro-ferme. C'est clair que les citadins, les gens des villes n'avaient plus l'habitude et n'avaient plus accès non plus aux fermes, parce qu'elles sont loin, parce qu'elles sont spécialisées, parce qu'il y a du gros matériel, elles ne sont pas faites pour accueillir. Donc c'est vrai que Permagraine, c'est super accueillant, c'est juste à côté, donc ça plaît à venir se balader, quoi. Ça marche pas parce qu'on est à la ville, ça marche partout en fait. Mais il faut le faire avec sincérité, et puis voilà, quoi. Et puis avec humilité surtout, hein. On n'est pas non plus là pour montrer l'exemple, on est là pour montrer ce qu'on fait, quoi, et inspirer les gens, quoi. Permagraine aurait de beaux jours devant elle si l'incertitude ne planait pas sur son existence, car officiellement, le bail avec la ville de Rennes qui permettrait à Mika de rester à la Prévallée n'a à ce jour pas encore été signé. Jean-Marc Esnault, peut-être quelques données et des retours sur l'intérêt et les vertus de ces projets de fermes urbaines. Alors, personnellement, je trouve ça formidable et je souhaite que des modèles comme celui-là puissent se développer demain à plus grande échelle encore dans d'autres territoires. Simplement, je suis aussi de ceux qui évitent de cultiver les oppositions. On en a beaucoup parlé ce soir. Je suis favorable aussi à une agriculture plurielle. Je crois qu'effectivement, parmi les enjeux que nous avons à relever, il y a aussi la nécessité de nourrir une population qui, demain, représentera 10 milliards d'habitants à l'échelle de la planète. Donc il va falloir qu'on réussisse en agriculture à concilier volume et qualité. Dans cette agriculture plurielle, évidemment, la permaculture a toute sa place, a nécessairement une grande place, mais je pense qu'il y aura d'autres modèles qu'on évoquera peut-être ce soir ou à un autre moment, mais des modèles qui doivent être complémentaires pour atteindre aussi cette exigence de volume. Yannick Nadessan, 3000 exploitations agricoles à peu près sur le territoire du bassin rennais. Dans la démarche Terre de Source, c'est quoi le profil de ces agriculteurs adhérents et quels engagements ils ont vis-à-vis de la marque ? Alors on a un principe, une philosophie qui est qu'on s'adresse à tous les agriculteurs. Toutes les productions, tous les profils. Je veux revenir sur une question de méthode qu'on a eue, qui était que certes, il y a la place du politique, définir un objectif, on est là pour ça, la protection de l'eau, définir un cadre, mais il y a une méthode aussi qui est de ne pas dire, et justement depuis la ville, comment est-ce que tout va se passer. Et la définition des critères, par exemple, et de ce qu'on allait mettre dans Terre de Source, a été le fruit d'un dialogue entre les agriculteurs, entre les agricultures, parce que le débat, il existe au sein de la profession agricole,
avec les associations de défense des consommateurs, avec les associations de défense de l'environnement, avec des chercheurs qui nous ont permis de trouver du consensus là où on avait des chapelles et des gens qui étaient sur des intérêts parfois très opposés. Et donc, on a réussi à trouver une méthode qui s'adresse à la fois à ceux qui étaient appelés conventionnels et à l'agriculture biologique, par exemple. Mais justement, je veux bien m'arrêter 2 secondes sur la question de l'agriculture biologique, parce que c'est un débat que nous avons eu. Est-ce que Terre de Source doit s'adresser de manière exclusive à l'agriculture biologique ou pas ? Or, quand on a démarré le projet, l'agriculture biologique sur nos bassins versants, c'était 3-4% des fermes qui étaient consacrées. Ça a progressé, et beaucoup progressé depuis, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre des objectifs qui sont plus conformes à ce qu'on recherche. Mais si nous avions fait le choix de nous adresser seulement à l'agriculture biologique, on mobiliserait pas. On aurait fait le choix d'oublier 97, 95, 94% des agriculteurs. Or, si on veut créer du changement pour la protection de l'eau et de l'environnement, il ne faut pas qu'on aille donner des médailles à ceux qui sont peut-être dans le modèle qui pourrait être considéré comme le plus vertueux, mais il faut qu'on entraîne tout le monde dans un changement, qu'on fasse système, et ça a été la philosophie, et c'est pour ça qu'on s'adresse à tous, à la fois aux agriculteurs biologiques qui sont très présents, et aux autres qui sont aussi en mouvement. Pierre Bazin, vous le disiez en introduction et on l'entend aussi dans le reportage, les citadins aujourd'hui, ils ont envie, besoin de nature en ville, ils sont souvent prêts à la défendre aussi. Alors vous faites pas de politique, hein, j'imagine que par contre vous intervenez parfois sur des sujets ou des dossiers qui sont un peu tendus. Comment vous les abordez, ces dossiers ? Oui, le sujet de l'arbre peut être très conflictuel. Il y a des gens qui s'enchaînent aux arbres pour les garder. Dans le début d'Aubépine, j'ai été confronté à un dossier où des gens étaient dans des tentes perchées à l'intérieur des arbres pour pouvoir empêcher qu'ils soient abattus, etc. Donc ça peut être très passionnel et très tendu. Nous, notre approche est la plus froide possible, la plus technique et scientifique possible, de pouvoir répondre à la question est-ce que cet arbre a une place ici ? Est-ce que c'est possible de le conserver ? C'est pas nous qui décidons ça, hein. Mais par contre, on peut mettre sur la table les arguments qui font que faut pas raconter n'importe quoi. Cet arbre, il est dans tel et tel état, il n'est pas dans un autre état. Et à partir de là, on peut rapprocher les points de vue et essayer de trancher, comme dans beaucoup de domaines, hein. Je pense que voilà, le fait d'avoir une photographie la plus objective possible et la plus froide possible, ça permet de dépassionner un peu les débats. Mais c'est vrai, l'arbre peut être un sujet de grosse tension. Juste un mot, Jean-Marc Helmaux, pour compléter sur la notion de forêt urbaine. De quoi on parle exactement, très rapidement ? C'est un concept qui se développe de plus en plus. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir 40 ou 50 villes dans le monde qui sont labellisées villes forestières. C'est-à-dire qu'on a développé sur ces territoires urbains de véritables forêts, des petites forêts, avec un autre regard sur l'arbre. Hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a porté un regard ornemental, esthétique sur l'arbre. On sait qu'il a d'autres vertus aujourd'hui d'un point de vue environnemental. Et intégrer des forêts en ville, c'est participer aussi du captage du CO2, c'est participer du maintien d'une certaine biodiversité. Donc ce sont des initiatives particulièrement remarquables. Oui. Juste Yannick Nadessan, pour conclure cette partie, la démarche Terre de Source, elle fait un peu penser à ce qu'on a évoqué dans une émission au mois de janvier, au PSE, paiement pour services environnementaux, mais du coup à une échelle assez importante. Comment est-ce que vous percevez ça et comment vous avez fait pour du coup créer l'adhésion autour de ce projet en fait ? La logique de fond, elle est la même. Et c'est une forme de réparation d'une aberration. C'est-à-dire que on ne devrait pas arriver après à réparer avec des financements un peu marginaux, ce qui devrait être déterminé en fond sur la rémunération des agriculteurs, qui est évidemment de produire des aliments, mais de s'occuper de la terre. Et je crois que ça redonnerait aussi beaucoup de sens au métier qu'ils recherchent. Alors on va s'éloigner un petit peu de Rennes à la découverte d'un trésor qui fait la fierté d'une dizaine
dizaine d'agriculteurs seulement autour de Rennes grâce à notre partenariat avec Serre France Brocéliande. Juliana est allée à la rencontre de Christian Bertheux, éleveur de volailles, et de Patricia Cassonnet de l'association des Coucous de Rennes. Avec eux, nous allons en apprendre davantage sur cette race d'exception qui a bien failli disparaître dans les années 80 et qui aujourd'hui se fait la barbelle sur les étals du marché des Lys notamment et dans les cuisines des grands restaurants. Nous la dégustons dans les belles tables de la ville. Les volailles coucou rennais sont élevées entre 130 et 150 jours en plein air à la campagne. Et durant les 3 dernières semaines d'élevage, elles sont nourries au lait entier. C'est le secret de sa chair exquise. Ici, nous sommes chez M. Bertheux, il est éleveur de la coucou de Rennes et nous allons avoir une petite conversation pour connaître davantage sur cette volaille qui est un patrimoine de Rennes. Vous avez décidé de faire de la coucou de Rennes depuis 18 mois. Pourquoi ce choix? Donc, il y a 2 principales raisons. La première, c'est que j'avais du temps disponible parce que mon activité de vache allaitante me laissait pas mal de temps, justement, donc pas de traite le matin et le soir. Deuxième raison aussi, c'est que j'avais un bâtiment qui ne servait pas à grand-chose, donc il me sert aujourd'hui de poussinière. Et donc, autrement, c'est pour un complément de revenus. Patricia, au travers de l'association de la coucou de Rennes, vous avez passé une annonce pour les éleveurs qui veulent faire de l'élevage de la coucou de Rennes. Pourquoi avez-vous fait ça? Alors parce qu'on a des éleveurs qui sont partis en retraite, notamment mon mari qui est parti en retraite, qui faisait de la coucou de Rennes depuis plus de 20 ans. Et donc on avait besoin de nouveaux éleveurs pour pouvoir pérenniser cette association. La coucou de Rennes est un patrimoine qui a failli disparaître. Ici nous sommes à la campagne, mais la coucou de Rennes va vers la ville pour se retrouver dans les assiettes des beaux restaurants, n'est-ce pas? C'est comme ça que la coucou de Rennes quitte les champs, quitte la campagne pour se retrouver en ville. Elle est commercialisée alors, via les restaurants, les petits bouchers parisiens, pour les petits bouchers rennais, et aussi beaucoup sur les marchés rennais. Il faut y passer du temps quand il faut. Il faut en prendre soin, bien les alimenter. Dès qu'il y a un problème sanitaire, résoudre le problème au plus vite. Vous travaillez avec Serre France depuis de nombreuses années. Donc j'ai connu Serre France depuis toujours. Mes parents ils étaient déjà adhérents et donc quand je me suis installé, donc c'était par évidence que je continuais Serre France. Donc, historiquement, toute la famille Bertheux, ses parents et lui-même sont toujours clients fidèles au cabinet comptable. Et comment on explique qu'un client reste comme ça un quart de siècle chez Serre France Brocéliande? Alors la qualité du cabinet comptable, c'est d'abord le conseil. Le conseil doit être de qualité. Tous nos comptables savent l'importance du relationnel client, viennent à domicile. C'est aussi une règle, venir à domicile 2 ou 3 fois à l'année. Et quelle est la meilleure recette de la coucou de Rennes? Simplement rôti. C'est le poulet que nos grands-mères faisaient et on prend du temps. Alors on a pris du temps pour l'élever, on prend du temps pour la cuisiner. Voilà, on a même le petit conseil culinaire en prime. Juge Jean-Marc, une réaction à ce reportage. Voyez là, en fait, dans la préservation de ce patrimoine vivant, une façon de faire rayonner aussi le territoire. Exactement, on est sur une démarche que je qualifie de démarche remarquable puisque ce sont une quinzaine d'agriculteurs qui, je crois, se sont mobilisés sur le pays de Rennes, je parle bien du pays de Rennes et non pas exclusivement de la métropole, pour valoriser un patrimoine génétique qui risquait de disparaître. Et on sait bien que l'attractivité des territoires passe par le patrimoine architectural, patrimoine bâti, patrimoine vert, mais aussi par le patrimoine culinaire et puis le patrimoine génétique. On a des démarches comparables, pas très loin de chez nous. Il y a aussi cette même mobilisation des agriculteurs autour de la vache nantaise. On parle beaucoup d'agriculture, forcément, dans cette émission, on l'a compris, c'est un des liens forts entre le milieu rural et le milieu urbain. C'est un sujet de tension, parfois, on l'a compris. Jean-Yves Chapuis, en 2008, je crois, Rennes et la métropole s'étaient engagés dans un programme local de l'agriculture. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec ce rôle de la ville archipel dans cette préservation du foncier et de cette organisation du modèle aussi agricole. Par rapport à la ferme urbaine, qu'est-ce qui est intéressant? C'est à la fois de permettre aux nouvelles générations de savoir ce que c'est que l'agriculture, que planter, mais c'est aussi une occasion qui pourrait tout à fait, que les maires devraient saisir dans le cadre de la ville archipel, c'est dans les fameux lotissements qui ont été faits, ou ceux qui continuent à être faits, même si les lots sont beaucoup plus petits,
c'est que plutôt que d'avoir que de la pelouse sur son espace libre, c'est d'avoir des vergers et des arbres fruitiers. Et on recrée de la biodiversité. Ce qui permet de ne pas opposer, là, en disant tous ces lotissements, vous savez, horribles, tout ça, on peut les changer, les faire évoluer. Et moi, j'aimerais bien que, et dans le cadre du PLH, qui va être donc relancé, de demander aussi donc aux collectivités locales, quand il y a des lotissements qui se font dans le cadre de ce PLH, de dire essayons de faire travailler non seulement des urbanistes paysagistes, mais des gens comme vous qui expliquent non seulement l'arbre, mais les arbres fruitiers, le verger, tout ça, et de ne pas avoir uniquement sa pelouse sur laquelle on met 3 tables pour prendre un apéritif le soir, même si c'est agréable. Pierre Bazin, justement, peut-être un exemple de projet sur lequel vous travaillez à préserver aussi un certain nombre d'aménagements et de peut-être créer, je pense à Via Silva, au projet Via Silva. Oui, ça peut être le projet Via Silva. C'est beaucoup de projets en vérité dans le monde rural. Les parcelles sont petites, Monsieur Chapuis vient de le dire, et je pense qu'il n'y a plus la place à avoir un grand arbre dans sa parcelle, c'est juste plus possible. C'est trop de nuisances, parce que les arbres, c'est aussi pénible. Ça fait des feuilles, ça fait des racines, ça soulève... décidément. Ah oui, c'est pas si simple. Ouais. Et par contre, le patrimoine bocager dont on hérite, qui a eu son sens agronomique pendant très longtemps et jusque disons à la Deuxième Guerre mondiale. Ce patrimoine, il est là, il est encore très présent et c'est une chance énorme de pouvoir aujourd'hui le transmettre pour d'autres fonctions. Il avait des fonctions agronomiques, de production de bois aussi. Maintenant, il y a d'autres fonctions qui permettent d'organiser des promenades, d'avoir un paysage, créer un paysage qui à l'échelle de la commune, du bourg, des circuits, etc. Jean-Yves Chapuis. Oui, je trouve très intéressant ce que vous dites sur l'arbre, parce que je me suis rendu compte, moi, au POS de 98, j'avais voulu faire, noter les arbres remarquables. Et les gens étaient très mécontents. Pourquoi ? Parce que le jour où ils vendaient leur maison, si un immeuble peut être construit, il fallait démolir l'arbre. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. On a tous des doubles discours. Là aussi, il faut le faire ressortir, ça, si vous voulez. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis que je crois au péché originel. C'est que finalement, tant que vous êtes dans votre maison, dans votre quartier où il n'y a que des maisons, vous voulez que toute la végétation soit là. Je me souviens, dans le quartier Sévigné, j'avais bloqué toutes les maisons. Je les avais même fait classer. Il y a 2 personnes un peu plus malines que les autres, à la fin, qui me disent, M. Chapuis, ça veut dire que le jour où on s'en va, on ne peut pas les vendre et faire un immeuble ? Parce qu'il y avait des grands jardins. Et je dis non. Mais quand je dis ça, ce n'est pas par méchanceté, mais je crois qu'il ne faut pas avoir de naïveté par rapport à ça. Le débat de l'arbre, de la végétalisation, de tout ça, c'est un débat qui n'est pas si évident que ça. C'est là où il faut être assez subtil, astucieux, et surtout ne pas avoir des positions idéologiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a quelquefois certains partis qui, en défendant l'écologie, ont des positions idéologiques. Et ça, c'est très dangereux parce que ça n'aide que ceux qui ont tout. Je vais vous interrompre, Jean-Yves Chapuis, parce que je voudrais qu'on aborde un dernier volet dans cette émission, celui de la mobilité. On va s'appuyer sur ce reportage réalisé en partenariat avec notre partenaire, le Crédit Agricole. Coup de projecteur sur une association spécialisée dans le covoiturage en milieu rural. Mobisol a été créé en 2016 et propose un service abordable à 40 centimes du kilomètre ou 10 pour des personnes en grande précarité. 192 déplacements ont déjà été effectués depuis le début de l'année et la demande ne cesse d'augmenter. Regardez pour comprendre. Aujourd'hui, Marie-Antoinette va se rendre au centre de vaccination Covid de Redon. Pas pour elle, mais pour accompagner Thérèse. Bonjour Madame Travers, je vais prendre votre sac. Oui. Mobisol est une association de covoiturage en milieu rural. Elle permet aux personnes à mobilité réduite et en grande précarité de se déplacer à moindre frais et facilement. Marie-Antoinette, directrice de l'association, fait partie des 25 bénévoles de la structure. Si des personnes sollicitent les bénévoles de Mobisol pour faire leurs courses ou se rendre à la gare, dans la moitié des cas, il s'agit de rendez-vous médicaux. On nous dit toujours, n'arrêtez pas ce service, n'arrêtez pas, on a besoin de vous. Et là, en plus, avec cette crise que l'on vit actuellement, on a vraiment 2 nouvelles adhésions.
Ils viennent nous chercher à domicile et puis ils nous ramènent quand même. Ouais. Donc ça vous permet d'être un peu plus mobile? Ben oui, oui. L'association Mobisol bénéficie d'un accompagnement du Crédit Agricole. Elle a notamment été récompensée en tant qu'association d'intérêt général, la preuve de sa nécessité aujourd'hui en milieu rural. On sait que Mobisol était là pour faciliter la mobilité de personnes avec une dimension fragile, des personnes isolées. Donc, a fortiori dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, ça a beaucoup de sens. À Pipriac, c'est au tour de Georges de donner un coup de pouce. Il vient chercher Yvonne. Elle fait régulièrement appel à l'association, un vrai soulagement pour elle. Je vais vous conduire. D'accord. Okay. Comme d'habitude. Être libre aussi faire ses courses et que quelqu'un vous attend en voiture, ça c'est superbe. Pour l'instant, je peux faire mes courses toute seule, mais je ne peux pas les ramener. Au-delà de l'aspect pratique, Mobisol est aussi vecteur de lien social pour les personnes isolées. Un trajet, oui. J'en ai besoin pour demain, Saint-Grégoire. Mais aussi un échange et une rencontre. On a des gens qui nous appellent des fois pour confirmer ou pour des fois pour le besoin d'appeler, pour converser parce qu'ils n'ont personne. Leurs familles ne sont pas là, leurs enfants sont très loin. Mobisol propose aujourd'hui des trajets au départ de Pipriac, Lioron et Saint-Ganton. 56 personnes ont déjà bénéficié de leur service en 2021. Bon, on va y aller. En route. Voilà, alors la mobilité, un vaste sujet, vous n'allez pas me contredire, hein, Jean-Yves Chapuis, une nouvelle fois l'actualité nous rattrape avec un rapport de la Cour des comptes qui pointait du doigt quelques dysfonctionnements engendrés par le concept de la ville habitat. Alors on ne va pas rentrer dans la politique, dans la polémique même, mais quel levier aujourd'hui il faut activer pour qu'il y ait une meilleure cohérence finalement peut-être et une meilleure efficience des déplacements entre la ville et le milieu rural selon vous? La mobilité est un sujet toujours très complexe parce que à la fois, ce qui est important, il me semble, c'est d'avoir une vision plurielle de la mobilité. C'est-à-dire que tous les modes de mobilité ont leur place, mais il faut qu'il n'y ait que leur place. Donc, c'est pas d'être contre la voiture pour les cyclistes ou pour les cyclistes contre la voiture, c'est que chacun trouve sa place. Ça, c'est le premier point. On revient en vision dogmatique des choses. Ça, c'est le premier point. La seconde chose, c'est que la voiture va devenir quelque chose de plus collectif, d'où le covoiturage, ce que vous avez démontré, etc. Mais tout ça, ce sont des évolutions qui se font sur un certain nombre d'années, parce que ce sont des habitudes culturelles à prendre. Aujourd'hui, vous avez des enquêtes qui sont faites auprès des jeunes de 18-20 ans. Quand on leur dit, on vous donne une voiture, on vous donne un smartphone, un Internet, enfin, tout, etc. Ils choisissent la technologie. Ils ne prennent pas la voiture. Et l'autre chose, c'est que les infrastructures que l'on fait, c'est ça qui est difficile à faire comprendre. Elles sont faites pour une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, quand les gens vont et rentrent du travail. Avec le milieu économique, il faudrait d'abord amener les gens à prendre plus de modes doux, aider. Et la deuxième chose, peut-être de dissocier les horaires. C'est quand même pas difficile. On a fait pour l'université, pour Rennes 2, ils ont accepté que les rentrées se fassent différemment, ce qui a permis au métro de ne pas être plein entre 9h et 9h30. Vous voyez, il y a plein d'astuces. C'est là aussi qu'on retrouve, si vous voulez, le fait d'être ensemble, d'avoir du commun, de dire trouvons des règles ensemble qui nous permettent de mieux. Quand une entreprise s'implante aujourd'hui, il serait important quand même qu'on puisse dire à celui qui veut s'implanter, c'est pas parce que vous avez une zone d'activité où vous implantez, les gens qui travaillent chez vous, ils habitent où, tous, etc., de discuter avec les élus pour que l'implantation corresponde aussi où les gens habitent. Une meilleure répartition de l'emploi aussi des entreprises sur le territoire. Dans les villes archipels, dans les communes, quand on a... Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Quand on a densifié de fait dans les communes et que surtout on a fait de la continuité urbaine, c'est pour permettre aux gens qui habitent dans la commune de pouvoir faire le plus possible leurs courses à pied. Vous voyez, je me souviens sur Mordel, l'ancien maire avait refusé que le centre commercial, petit centre commercial, se déplace pour s'agrandir. Il avait dit sur place. Ça lui coûtait un peu plus cher, mais c'était beaucoup mieux. Donc vous voyez, vous avez plein d'astuces pour pouvoir améliorer la vie en commun. Mais arrêtons de dire qu'il faudrait pouvoir densifier partout. Et ça se fait aussi surtout sur le long terme, on l'a bien compris. On va devoir conclure cette émission. Je vais faire un petit tour de table. Aubépine œuvre majoritairement en milieu urbain, Pierre Bazin, mais c'est pas une évidence de penser que quand on est en milieu rural, on respecte de facto l'arbre et les espaces naturels. Vous l'avez évoqué à demi-mot. Est-ce que vous intervenez, vous, vraiment en milieu rural et sur quel type de problématiques, très rapidement ? Oui.
oui, cette question du bocage a beaucoup agité les élus bretons. C'est un héritage à la fois très intéressant et un peu lourd aussi pour l'agriculture. Donc ça reste un sujet dans l'aménagement des communes, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus d'espace dans le milieu rural. La question de la tension sur l'espace pour la présence de l'arbre est plus facile à gérer en milieu rural comme milieu urbain. Terre de Source a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt national Territoire d'innovation, une enveloppe de 20,6 millions d'euros à la clé qui vont être utilisés pour faire quoi? Donner une nouvelle impulsion à ce projet Terre de Source? C'est une chance formidable, au-delà de la reconnaissance du sérieux de notre démarche, parce que c'est ce qui nous permet d'aller sur la dimension industrielle, de toucher à l'agroalimentaire. Et ça, c'est très important, parce que sinon, on va être sur des projets qui sont un peu micro, un peu éparses, mais qui sont très bien, qu'on a déjà dans Terre de Source, avec des agriculteurs qui font de la transformation eux-mêmes, ou qui font de la vente directe, qui sont aussi commerçants, communicants, etc. On passe à une autre échelle. Il faut passer à une autre échelle, il faut massifier, parce que sinon on peut être sur un risque réel qui existe déjà, d'élitisme agricole ou d'élitisme chez les consommateurs. Or, notre sujet, c'est la démocratisation du bien manger et du bien produire. Et c'est ce qui va nous permettre d'être sur des filières complètes. Ce qu'on commence à faire dès cette année, avec du blé meunier bio pour 250 tonnes qu'on aura en boulangerie, avec du pain dans le réseau des artisans boulangers, produit sur notre territoire, transformé avec des moulins sur nos territoires, et puis une autre production, pas n'importe laquelle, nous concernant dans le pays de la galette, c'est le sarrasin, où on va être sur 40 tonnes de farine de sarrasin, et on va pouvoir sur cette base-là, pareil, produit, transformé et vendu sur notre territoire, pouvoir développer cette filière et arrêter d'importer massivement le sarrasin dans le pays de la galette. Voilà une autre forme d'aberration sur laquelle on souhaite revenir. Messieurs, je vais vous remercier très sincèrement d'avoir participé à cette émission. Alors bien sûr, on aurait pu dépasser largement d'une heure tellement les sujets sont vastes et intéressants, mais c'est promis, on vous réinvitera pour continuer à parler de ces sujets d'aménagement. Jean-Marc, on se retrouve le mois prochain. On se retrouvera le mois prochain. On répondra en partie à une des questions qui a été soulevée ce soir autour de la mobilité, puisqu'on parlera des incubateurs en milieu rural, des tiers-lieux et des espaces de coworking. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous avez le programme. On compte sur vous donc le mois prochain dans Nouvelle Ère. Oh